Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? L'émission où à toutes les semaines, on prend le temps de faire le tour de l'actualité de la semaine, les informations qu'on a trouvées importantes, puis on y réfléchit ensemble. Avec moi, mon célèbre partenaire, Jules Simard, éditorialiste en chef du Nouvel Hebdo et journaliste émérite. Ça fait toujours du bien de se faire dire ça, mais faut quand même rester modeste. Oui. Non, mais j'aime ça commencer de manière positive parce que souvent, les nouvelles, c'est pas toujours positif. Oui, c'est ça. Ben, le problème, c'est ce qui se vend mieux, c'est le négatif. Oui, c'est triste. Ça a toujours été, parce que si tu as une nouvelle le moindrement positive, souvent de fois, on ne te la place pas premièrement en première page. On va te la... je te parle pour le papier, mais on va peut-être la placer un petit peu plus loin dans le journal. Ouais. Mais il demeure quand même que c'est important qu'on parle et des positives au même titre qu'on peut parler des négatives. On dirait que ce qui nous accroche, c'est tout le temps les... Bon, je te lance tout de suite dans l'actualité régionale. Écoute, moi, c'est quelque chose qui me semble à quelque part positif. On va voir comment ça se passe. Le gouvernement il l'avait dit cet été, si vous ne vous entendez pas, on va faire une loi spéciale, même si c'est un conflit qui est dans le privé. Donc, Sam Hamad déposait aujourd'hui, j'ai pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais une loi spéciale pour mettre fin au conflit chez les concessionnaires automobiles après, près de 1000 jours de lockout. J'ai plein de questions, en fait, parce que, il y a toute l'histoire où on a quand même mis 25 employés qui ont eu leur lettre de congédiement. Avant-hier, oui. Avant-hier. Comment ça va se régler? Est-ce qu'il va y avoir des gagnants, des perdants? Puis comment va être le climat de travail au retour? Je veux dire, c'est... Moi, là, ça sent la mauvaise foi, là, mais... J'ai hâte de voir Bon, premièrement, 1000 jours de conflit dans un milieu de travail, c'est impensable, je pense, de pouvoir retourner au travail sans que les séquelles soient graves. Ouais. OK? Le climat, là, peu importe. Il y aurait peut-être même eu une entente négociée, là, OK? On se serait peut-être entendu, puis fort probablement que le climat de travail aurait été exécrable quand tu fais comme cela 1000 jours de conflit de travail. C'est pour ça que, sur le principe de faire une loi spéciale pour tenter de le résoudre, après qu'il y ait eu des séances de conciliation et de médiation et de tout, une fois qu'on a pu avoir cela et qu'on n'a toujours pas d'entente, il y a, de l'entêtement des deux parties à vouloir gagner, mais en même temps... je pense qu'il est quand même important, même si on est dans le secteur privé, il reste que c'est une entreprise aussi de service, OK, qui est, dans le privé. La vente et la réparation de l'automobile, c'est quand même une entreprise commerciale de service. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on a avantage. On a tous eu des véhicules, on a tous eu au cours de ces 2 dernières années et quelques, OK, des problématiques avec des véhicules où est-ce qu'il fallait aller soit chez les concessionnaires. C'est ça, on va dire, bon, tu ne pouvais plus y aller. Donc, tu devenais toi-même automatiquement scab en allant faire réparer tes véhicules. Alors, tout ça, ça a une importance et un impact au niveau social qui, je pense, mérite que on essaie de mettre un terme à ce conflit-là avec une loi spéciale. Ça, c'est sur la question du principe de la loi spéciale. Autre chose, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant comme contenu? Est-ce qu'il va y avoir des gagnants, des perdants? Ou est-ce qu'on va essayer de sauver et la chèvre et le chou? Je pense qu'il va y avoir une... Parce qu'imagine, mettons là, que les deux parties sont pas contents de l'entente. Ils vont rentrer au travail, les deux pas contents. C'est ça. Et voilà. C'est pour répondre peut-être à ta troisième question. Qu'est-ce que va être le climat de travail? Mais quand je revienne, ça va être dépendamment de ce qui va être contenu dans le projet de loi en termes de règlement pour imposer une convention collective. Il ne faut pas oublier que c'est l'État qui va imposer
une convention collective, au même titre que probablement on va peut-être en arriver là avec le conflit de la fonction publique, mais on le disait il y a 2 semaines quand on parlait de cela, il s'agit, pour là, je pense qu'il y a quand même une intervention qui devait se faire de la part de l'État. Sans ça, je veux dire, ça nous donne quoi, là? Mais pourquoi on ne voulait pas s'entendre? Parce que j'ai l'impression que en 3 ans, presque 3 ans, ça n'allait à peu près pas de négocier, là. C'était plus chacun de leur bord, on se donne des papiers puis on les refuse à mesure sans vraiment essayer d'ouvrir les portes. Même si les deux disent le contraire, là. Sauf que, je veux dire, je peux pas croire à un moment donné que les gens... Je pense qu'il y avait des questions de principe sur la gestion, OK, du service, justement, qui est donné par des mécaniciens. Il y avait là des questions de principe et entre autres, je pense qu'un des éléments, là, c'était le pouvoir travailler le vendredi. Il y avait des horaires de travail là, qui étaient en cause là-dessus. Au-delà de tout l'aspect salarial, là, il y avait cet élément-là qui était en cause et personne ne voulait reculer sur ce que l'on voulait. Mais négocier, ça le dit, là, c'est lâcher un peu pour avoir un peu d'autre chose. Maintenant, je veux dire, regarde, on a fait quoi là, au cours des 1000 derniers jours? Rien. Non, on a dit, et oui, c'est ça, on a dit, écoute, on s'entend pas. OK, continuons de ne pas nous entendre. OK? Puis nos clients, quand je te parle des concessionnaires eux-mêmes, ben, nos clients devront temporairement trouver des solutions pour faire réparer leur véhicule ou faire respecter mais ça va loin, là, parce qu'imagine là, que moi, je me suis acheté un véhicule pendant le lockout, ce qui n'est pas le cas. Là, je n'ai pas changé mon véhicule durant le lockout, et c'est une des raisons d'ailleurs. Mais moi, je suis un garagiste, puis là, je vois que tu es venu acheter ton véhicule pendant que j'étais en lockout. Il me semble que ça part mal, une réparation. Oui, mais je ne sais pas si ça va aller jusque-là. Je pense que le fait qu'ils vont retourner quand même, que les employés vont retourner au travail, va amener au moins une satisfaction d'être là sur la reprise au travail, OK? Et de là, aller dire que j'en veux à quelqu'un qui est venu s'acheter un véhicule pendant cette Sans vouloir, il y a quand même une amertume, parce que si les gens avaient vraiment respecté le lockout puis c'était dit personne n'allait acheter de véhicule, mettons, je pense que ça serait réglé pas mal plus vite. Oui, mais la question du lockout était sur c'était pas nécessairement sur le service de l'achat de ton véhicule, il était sur le jeu de le faire réparer. Tu sais, je veux dire, si tu as besoin d'un véhicule, tu n'avais besoin d'un. Oui, tu peux peut-être aller ici dans le secteur, là, tout le monde était pratiquement. Oui, mais tu avais aussi à Mistassini, dans le secteur Mistassini, on avait Nissan qui n'était pas en conflit de travail non plus. Là, même si dans l'ensemble des autres concessionnaires dans le secteur, on était en conflit de travail. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, puis je pense qu'on va en entendre parler, puis ça va même devenir probablement un cas type, là. Oui. Ça va faire jurisprudence, ça. Oui, et même, c'est parce que ça faisait même un cas... Le lockout et les raisons pour lesquelles on était en conflit de travail a quand même fait aussi l'objet de toutes des discussions dans l'ensemble du monde de la vente automobile au Québec. OK? Mais non, mais moi, je me rappelle, après les débuts du lockout, à Québec, ils pensaient faire la même chose. Puis au bout du compte, ils ont signé leur convention le plus rapidement possible. C'est en plein ça. Tu comprends? Je veux dire, il y a dans ce conflit-là, au-delà de juste la question là, d'un milieu de travail où on s'entend peut-être pas, il y avait tout un impact, qu'on le veuille ou non, social, sur cette question-là, et cet impact-là mérite. C'est pour ça. Dans un sens, je suis d'accord qu'on puisse mettre fin à ce conflit de travail-là avec une loi spéciale. Et je reprends ce que sa maman disait en information. Pour la première fois dans l'histoire, il y a un parlementaire qui dépose un projet de loi en disant s'il pouvait ne pas être discuté. On comprend ce qu'il y avait comme message aussi à l'intérieur, mais je pense qu'il y avait un impact social où il y avait une obligation du gouvernement d'intervenir. Oh oui, à un moment donné, ça suffit. OK, bien, on revient au CIUS, parce que je lisais ton éditorial cette semaine. Je veux que tu me parles, du comité de vigie et aussi de la réponse ou de la non-réponse du premier ministre et
député de Roberval, où on... En fait, il n'y a pas eu de sortie publique ou d'avis public de la part du premier ministre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des contacts qui ont peut-être pu se faire via les bureaux tant du député que du Selon premier mes ministre. sources, il n'y a pas eu grand-chose. Ben, mais au-delà de cela, il reste que il y a eu une demande de la part d'élus de toute la MRC, pas juste de la ville de Dolbeau-Mistassini, mais de la part de la MRC, d'avoir une rencontre avec le député de Roberval afin de voir s'il ne pourrait pas intervenir pour que la population du secteur puisse être représentée au sein d'une instance décisionnelle dans le monde de la santé au niveau de la région. Il n'y a pas eu de réponse officielle, si ce n'est qu'un accusé de réception sur une lettre, une résolution qui a été envoyée. Ça, de la part d'un élu, je trouve ça inadmissible qu'on n'ait pas. En fait, c'est parce qu'avant d'être premier ministre, il est député de Roberval. Il doit représenter les intérêts. Puis même si on aurait voulu rencontrer le premier ministre, je pense que c'est une demande légitime. Écoute, je le sais, ça fait 2 fois qu'il se fait... regarde, les Autochtones, quand ils lui ont demandé « Viens nous voir dans 24 heures », tu sais, pour discuter de la chose, ça, je pense que c'était de bonne guerre de sa part de dire, écoute, oui, on peut se rencontrer. Demain matin, c'est impossible, mais on va devoir se rencontrer. Il a donné et le le plus rapidement. Exactement. Et là, actuellement, c'est ça, c'est inadmissible pour chez nous, qu'à tout le moins, on n'ait pas dit, bon, mais écoute... Parce que c'est au moins son rôle, s'il ne peut rien faire, de le dire. Ah oui, puis non seulement de le dire, mais d'écouter la doléance et l'argumentaire. Je sais, là, on est sur la place publique pour faire valoir les argumentaires. Mais sur la place publique, on comprend très bien, mais ça ne vaut pas la même discussion que de se le faire en pleine face entre 4 yeux, OK? Puis de dire... Puis là, à un moment donné, les municipalités n'ont pas les moyens de se payer des lobbyistes, là. Hein? Non, c'est ça. Ouais. Puis on n'est pas... non, écoute, on est quand même théoriquement proche de nos élus, là. Hein? Je pense que c'est quand même important que l'on puisse, à tout le moins, écouter les alliances. Écoute, j'ai eu personnellement, moi aussi, à travailler dans le domaine politique où est-ce qu'on recevait effectivement des groupes et des gens qui venaient nous rencontrer pour rencontrer le député et dire, bon, ben écoute, on arrête telle affaire, qu'on n'est pas d'accord, on aimerait peut-être que vous travailliez à faire en sorte que notre porte... Ça ne veut pas dire que celui qui est élu se doit obligatoirement de partir avec l'idée puis de faire valoir. Sauf qu'il est important que l'élu connaisse l'argumentaire et les raisons pour lesquelles on n'est pas en accord et que ça ne se fasse pas juste par le public, mais qu'on puisse être capable aussi de discuter de la chose et de connaître exactement ce qu'il y a. On est encore dans une société dirigée par des humains, et les humains ont besoin de voir cette chaleur humaine se faire oui, on aurait au moins besoin de se sentir écouté et rassuré. Écouter à tout le moins. Et si on ne peut rien faire, ben de se le faire dire correctement et adéquatement, oui, on ne peut rien faire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire, je pense, qu'il n'y aura pas eu fort probablement, je pense, en tout cas, tel que nous connaissons un peu cette chose-là, de dire que le premier ministre n'a peut-être fort probablement appelé son ministre de la Santé, je pense, en disant, écoute, on sait quoi qu'on a fait avec ça, là. Et bon, lui, il a dit, écoute, j'ai respecté la loi, bon, c'est correct, on est-tu capable de faire autre chose? Fort probablement, ils ont dû regarder. Il y a eu quand même une porte qui s'est ouverte, et c'est drôle, encore là, c'est même pas le ministre de la Santé qui est venu daigner répondre aux élus du coin. Il l'a envoyé par un journaliste interposé en disant « Il y a peut-être une solution à cette forme de représentation avec le comité de vigie qui pourrait être mis de l'avant. »
Sauf que bon, un comité Mais ça, de vigie, là, c'est quoi, c'est ça? après la décision, tu vas le rencontrer ou avant la décision? C'est ça. Puis c'est-tu un comité consultatif? Y a-tu un certain pouvoir de recommandation? C'est ça. Non, c'est comme c'est bien ça. nébuleux, C'est ça. Non, t'as pas nécessairement de pouvoir. D'après ce que j'ai pu comprendre de la loi, ce n'est pas. C'est vraiment plus des comités d'information que de. En même temps, ça peut dénoncer, ça peut sortir des médias, ça peut C'est rassembler, ça. ça peut... C'est là qu'on en est. Mais regarde, ça va faire quoi? Pas loin d'un mois, là? Hein? Qu'on crie dans les journaux, puis qu'on crie dans les médias d'information que le maire et les élus de toute la MRC, parce qu'il ne faut pas oublier que la MRC a endossé aussi cette position-là de la ville de Dolbeau-Mistassini, et ça a été fait à l'unanimité. Donc, c'est la population locale qui parle par la voix de ses élus, et puis qui dit, écoutons, on aimerait au moins être entendu, puis que quelqu'un essaie de nous aider à être représenté. Parce que ce n'est pas juste, c'est quoi la solution pour être représenté? C'est de continuer d'exiger, de vouloir être représenté sur une instance décisionnelle qui est celle du conseil d'administration du CIUS avec les faibles pouvoirs qu'ils ont, mais ils en ont. Oui. Et on se doit de pouvoir... Parce qu'on veut préserver nos services de santé, notre hôpital. Ça, c'est la grosse question. C'est pas juste la question de vouloir les préserver, c'est aussi la question de vouloir les développer pour répondre aux besoins d'ici. Oui, okay? qu'on en a parlé d'ailleurs la semaine. C'est ça. Moi, c'est là-dessus, là. On a droit d'avoir des services de santé de proximité. Bien, il faut s'organiser avec les moyens pour pouvoir non seulement exiger qu'ils soient là, mais s'organiser que par des instances décisionnelles, qu'on prenne des décisions en faveur de cela. Et ça, bien, il faut être représenté à la table des décisions. C'est bon, j'aime ça. Parlons de conflit en conflit. Grève tournante dans la fonction publique. Ouais, il y a eu 2 journées de grève lundi, mardi, cette semaine. Aujourd'hui, hier, c'était à Québec. En tout cas, ça change. Puis encore aujourd'hui dans la région, là, ce matin, c'est maintenant les employés des ministères. OK. Ici, à Dolbeau, à Dolbeau-Mistassini, tu as effectivement là, les gens de d'autres syndicats que l'enseignement ou la santé, mais qui sont en grève pour eux autres aussi 2 jours. Et on nous dit que le 2 ou le 3 décembre, le 1er, le 2 ou le 3 décembre, là, c'est tout le monde. Hein? C'est pas injuste, les gens de la santé, les gens de l'éducation, puis les fonctionnaires. Ça veut dire probablement que le 4 décembre, on va avoir une loi spéciale? Ou pas loin. Puis en tout cas, moi, je veux revenir là-dessus parce que, bon, au-delà des enjeux, tout ça, je pense que les gens comprennent bien c'est quoi les enjeux, là, le pouvoir d'achat, que le salaire soit indexé à l'inflation, d'avoir des services aussi, tu sais, parce qu'il y a ça, autant dans l'éducation, etc. Mais je veux revenir sur une déclaration hier en Chambre d'Alexandre Cloutier qui disait, parce que là, il y a eu aujourd'hui un projet de loi qui est déposé pour une augmentation de 30 des salaires des députés. Et Alexandre Cloutier a dit, pourquoi on ne prend pas cet argent-là et on ne la donne pas aux employés de l'État, aux enseignants, aux infirmières, fonction publique? Moi, j'aime beaucoup prêcher par l'exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne dis pas qu'ils sont... Tu sais, je veux dire, je pense qu'un salaire de député, ça se doit d'être honnête. Il se doit d'être quand même assez élevé pour pas qu'il soit corrompu, etc. Mais à un moment donné, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures là-dedans? Oui. Par contre, il y a... J'ai toujours eu peur, par exemple, moi, ce genre de déclaration-là. Ouais. OK? On parlait à un moment donné, avant l'émission, de sincérité, parfois. Moi, je ne dis pas qu'Alexandre Cloutier n'est pas sincère dans son propos, là, mais en fait, ce qu'il disait, c'est réglons ce cas-là, puis après ça, on verra nos conditions de travail. Si c'est avancé comme ça, moi, je dis oui, ça vaut effectivement la peine de faire en sorte de prêcher par l'exemple dans ce sens-là, en disant, bon, ben oui, nous accordons ou nous pouvons accorder à la fonction publique tel et tel type de rémunération. Et on pourra voir après qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on peut se donner. Mais, tu sais, ce n'est pas juste avec l'augmentation de ce qui va être donné aux députés que tu vas être capable de régler. Je comprends que c'est une image, mais c'est une image forte quand même, là. Oui, mais mais il faut aussi aller au-delà de l'image, là. OK? Il faut.
que tu aies une volonté de la part des dirigeants de dire oui, nous voulons régler la question de salariale dans la fonction publique. Oui, nous avons fait tel type de proposition. Écoute, la dernière proposition, tu as vu ce qu'ils ont fait? Là. Je veux dire, ben ouais, mais là, c'est ça. Ils ont brassé les propositions, mais ils l'ont présenté ben ouais, c'est ça, je ouais. dis, réglons-les. C'est pas par ce genre de déclaration-là que l'on peut le faire. Je comprends très bien que l'État puisse être à des niveaux de dépenses assez élevés avant d'augmenter nos impôts. OK? Ça, je comprends ça très bien. Et ça joue dans le sens, bon, qu'est-ce qu'on peut accorder ou qu'est-ce qu'on ne peut pas accorder aux employés. Mais il y a une chose qui est aussi importante, c'est qu'il faut que l'on puisse être capable de conserver tant aux salariés de l'État que pour les salariés dans le domaine privé, un pouvoir d'achat. OK? Et ça passe encore par des augmentations de salaire que tu te dois de donner. C'est quoi le pourcentage? C'est combien est-ce que l'on peut être capable? Tu donnerais 100% d'augmentation de salaire, puis tu serais fort probablement content, tu en dépenserais 150. Mais ça, c'est pas là que je vais en venir. Mais il faut en arriver à se dire, oui, il y a, pour pouvoir conserver aux employés, qu'ils soient de l'État ou qu'ils soient du secteur privé, il faut qu'ils puissent conserver un pouvoir d'achat et un pouvoir de dépense, eux aussi, pour l'amélioration et la subsistance, même si ce n'était que pour la seule subsistance. Il faut que tu sois... Regarde, tu vois, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait aussi pour ceux qui ne peuvent ou qui n'ont pas de travail? Okay. Non, mais c'est parce que, en tout cas, moi, des fois, j'ai de la misère à comprendre comment on calcule, parce que, je veux dire, si à un moment donné, tu n'as plus de fonctionnaires, donc tu n'as plus de services, ça, c'est une autre affaire, mais cet argent-là, c'est des gens qui ont des bons salaires. On est prêt à mettre 1 milliard chez Bombardier en disant il faut sauver ces salaires-là parce que c'est des bons emplois avec des bons salaires, puis ça fait dépenser des gens. Bien, c'est la même chose, en fait. Là. Oui. Ici, à Dolbeau-Mistassini, là, ferme l'hôpital, ferme les écoles, la commission scolaire. Bien, tu vas voir qu'il y a des maisons qui vont se construire puis des gros pick-up qui vont s'acheter. Il va en avoir pas mal moins. Ben oui, c'est évident. Ça fait partie de l'économie. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est on est un peu dans la discussion de la poule et l'œuf. Ouais. Avec notre raisonnement, là, je pense, à ce moment là-dessus. Mais il reste que on se doit, comme que ce soit le gouvernement ou encore je sais, je me répète là-dessus, mais on se doit de tenir compte qu'il y a, oui, des augmentations qui se doivent d'être versées et ce n'est pas juste de dire, écoute, on t'a offert telle affaire, on passe les chiffres, au lieu qu'il y a le zéro, ça y est à telle place, il va être à telle autre place, et voilà notre proposition pour t'as rien amélioré, là. OK? Puis si l'autre dit, écoute... C'est pas rien que les salaires, c'est les services aussi. Oui, là. Je veux dire, moi, quand je vois là, que maintenant, les colours, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, des colours, ça peut être des handicaps physiques, maintenant, ils sont devenus, ils ont changé de grade, c'est devenu des collègues légers, ils vont être réintégrés dans des classes, mais avec personne pour aider l'enseignant. Je veux dire, on s'en va dans le mur avec ce genre de réflexion-là. Là. Je veux dire, comment on veut fonctionner? Puis... Ah, puis là, je reviens, je m'en vais vers un autre sujet, là, mais sur les coupes à l'aide sociale. Ouais. Moi, ma réflexion, c'est de dire, ben, peut-être qu'il y a de l'argent à aller chercher là-bas, mais je comprends pas pourquoi. Parce que les gens qui sont sur l'aide sociale, c'est des gens qui ont des problèmes au niveau de la pauvreté. Pour diminuer la pauvreté, bien, tout le monde le dit, ça prend de l'éducation. Donc, pourquoi on n'investit pas en éducation? Ça va aider. Et je comprends pas pourquoi on tape toujours sur les pauvres puis je dis pas qu'ils sont tous parfaits puis qu'il n'y a pas de crosseur là-dedans, mais quand il y a 200 milliards d'argent canadien dans les paradis fiscaux et qu'on fait nada, là, rien pour aller les récupérer, pour moi, là, c'est un non-sens. Parce que quand tu veux équilibrer ton budget, oui, tu peux diminuer tes dépenses, ce qui est sain, mais tu peux aussi chercher à augmenter tes revenus. Et là, le gouvernement fait zéro tentative pour faire ça. Et en fait, surtout pour aller chercher, avec ce qu'il a déjà comme possibilité, d'aller chercher toute l'enveloppe qui est requise. Ça, il y a des actions, effectivement, qui se doivent d'être prises et qui se doivent d'amener
Voilà. Est-ce qu'on va en avoir suffisamment si on fait ça? OK, on va laisser peut-être le soin aux économistes, mais au moins, il faut qu'ils se fassent On le des voit que actions notre pour ministre ça. des Finances, c'est un ancien banquier. Hein? Ça réfléchit. Ça additionne des colonnes de chiffres, mais ça ne pense pas beaucoup à l'être humain en arrière. Non, effectivement, et c'est pour ça que je dis l'art de la politique, on dit que c'est l'art du compromis, mais c'est aussi la façon de pouvoir faire en sorte qu'une vie sociale soit adaptée pour des humains. Oui, je suis Ce d'accord. que nous sommes. OK. Hey, on va passer de conflit à conflit. Mais ça semble positif, là, parce qu'il y a une négociation entre Rio Tinto, Alcan et 4 ou 5 de ces syndicats. Là, et ben, ils ont fait les deux le constat, on est dans une impasse, et les deux ont demandé ensemble un conciliateur. Un pas dans la bonne direction? Oui. Mais où j'ai encore un problème, c'est pourquoi est-ce que c'est que tu fais un constat que tu as un désaccord? Mais, T'as pris ton processus de négociation sur quel angle? Parce que si tu prends ton processus de négociation sur l'angle sur lequel on est habitué de le comprendre, c'est qu'il y a deux parties qui se rencontrent pour pouvoir gérer une situation et on se dit, ben moi, je pense que ça serait ça qui serait la meilleure des solutions. L'autre personne dit, ben non, c'est plutôt ça. Et le jeu de la négociation, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver entre ces deux points-là, est-ce que nous n'avons pas quelque chose de mitoyen sur lequel nous pourrions nous entendre et qui va nous satisfaire dans l'ensemble de nos principes et de nos façons de faire? Là, ben, on fait un constat que il y a deux cas qui ne veulent pas négocier. Hein, on dit, on ne veut pas négocier. On tient nos positions. On ne veut pas négocier. Donc, ce que tu viens de mettre de l'avant, c'est que tout ton processus de négociation, de renouvellement de convention collective, il n'est plus là. Tu fais plus de la... Fait que là, tu dis, OK, on va demander à un tiers de nous imposer quelque chose. donc, on ou gagne de nous du suggérer. temps ou, Oui, ça, je pense qu'il y a une façon de gagner du temps. Mais il y a peut-être aussi une façon de se dire, bon, ben écoute, probablement qu'on ne réussirait pas à s'entendre. Pourquoi je suis sûr qu'il n'y en aurait pas un qui nous imposerait pas quelque chose? Puis, mais regarde, on revient à notre début de discussion. Ben oui, c'est pour ça que je trouvais que c'était une émission sur le travail. Oui, c'est ça. C'est le processus qui ne se fait pas. Et il ne se fait pas parce qu'on ne veut pas le faire. C'est ça. Écoute, là, si tu te dis, OK, on renouvelle nos conventions collectives, regarde, moi c'est ça, moi c'est ça. Ah, écoute, on ne s'entendra pas, là, hein? Ben là, tu négocies plus, là. Ben, c'est ça. Ben, je trouve que, justement, quand les personnes veulent vraiment s'entendre, on finit tout le temps par... On va réussir à trouver les points sur lesquels on va s'entendre. Tu sais, les fameuses discussions, dans le temps, au cours des années 70, quand on avait, au Québec, il y avait des conflits de travail sur une base assez régulière, je ne te dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en avait. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on réussissait quand même à trouver toutes les questions du normatif dans le temps? Il y avait de la bataille sur les normatifs, là, qui était beaucoup plus grande qu'un sur les questions salariales. Bien, on a réussi à trouver des points d'accord par la négociation et non pas par une imposition dans beaucoup de conventions collectives, que l'on soit dans le privé ou que l'on soit dans le public. OK, on a réussi à négocier. Aujourd'hui, quand on se ramasse en conflit de travail, on va retrouver beaucoup plus d'impact sur la question salariale que sur les questions normatives. Je te dis pas qu'il n'y a pas de questions normatives à régler, là, mais le gros des conflits va originer sur l'aspect salarial avant d'être sur lesquels. Parce que le normatif, on a réussi, par la négociation, à trouver des terrains d'entente, et ces terrains d'entente-là, ils tiennent. Ouais. Ils tiennent. Ils tiennent encore. Mais pourquoi? Parce qu'on les a négociés, puis on a réussi à s'entendre sur... On s'est convaincus, un et l'autre, que la meilleure des solutions pouvait peut-être se situer entre là. les deux. Super. Masteuillache, traité sur l'autonomie gouvernementale. On avait Gilbert Dominique hier au Cercle de presse qui disait que
Il pourrait y avoir un moment historique si on était capable de signer ça avant Noël, parce qu'avant les élections, c'était bien avancé puis qu'il ne restait pas nécessairement beaucoup de choses à régler. Un, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que le nouveau gouvernement fédéral va réussir? Et deux, qu'est-ce que ça va changer? J'aurais le goût de te répondre, c'est que ça va changer, ça va permettre aux deux peuples qui sont en discussion là-dessus d'avoir dans l'honneur, d'avoir trouvé des terrains d'entente pour être capable de fonctionner adéquatement dans une société. C'est ça que ça va permettre. C'est encore là une valeur humaine qui se retrouve par un processus politique, mais qui va se retrouver à faire en sorte que c'est dans l'honneur que l'on va accepter telle et telle concession, fort probable, ou tel et tel point que l'on a réussi à obtenir puis qu'on n'avait pas avant. Mais c'est dans l'honneur qu'on réussit ça. C'est à espérer qu'on puisse en arriver à cette entente-là. C'est le même principe que lors des renouvellements de convention collective, mais la dignité, on a l'impression la dignité que les gens, en fait, on a réussi à s'entendre, tout le monde est d'accord, on est content. Et oui, et si on réussit à s'entendre, c'est parce que, fort probablement, que nous avons laissé, par rapport à nos principes de base initiaux, que l'on a laissé de côté certains de ces éléments-là où on les a atténués pour permettre que l'autre puisse avoir aussi sa place au soleil. En fait, c'est ça. Oui, parce que l'amertume, quand c'est pas réglé, là, il y a une amertume qui reste. Ma mère, elle me parle encore quand elle s'est fait couper 20 de son salaire en 81. Exact. Non, tu ne peux pas accepter... ça ne peut pas se faire sans que tout le monde réussisse. Et j'aime ton terme, c'est encore mieux que l'honneur, le terme de la dignité et de l'identité. C'est par le respect de l'identité de tout le monde que l'on réussit à faire en sorte que l'on s'entende. C'est à espérer que ce fameux... Parce que ça pourrait paver la voie à plusieurs autres communautés autochtones. Oui, d'un. Et de deux, ça pourrait fort probablement aider aussi à régler actuellement d'autres formes de conflits qui n'existent pas. Je veux juste t'amener sur la question, la norme FSC, dans le cadre de l'exploitation de la forêt, où c'est un des points. Si tu n'as pas d'entente avec des Autochtones sur les territoires dans lesquels tu fais des droits de coupe, bon, ben, ça te retire ta norme FSC. Ben, tu comprends que si on réussit à s'entendre sur la façon dont on devrait travailler, ça ne veut pas dire que tous les problèmes vont être réglés, mais ça veut dire qu'à tout le moins, on a un cadre de solution de ces problèmes-là. Ouais. Et oui, bon, ben, peut-être qu'on va peut-être être bon pour avoir la norme FSC. Mais il va rester caribou. Oui. Hey, Girardville vont enfin avoir leur tour cellulaire. Ça fait longtemps que ça se travaille, ça. Hey, ça a été annoncé, ça. J'en parlais justement avec mon confrère, Serge Tremblay, qui avait assisté à la conférence de presse, en juillet 2013. Ouais. Le ministre du temps, qui était M. Gaudreau, Sylvain Gaudreau, avait annoncé, en grande pompe à Girardville, que oui, nous investissons 2 millions de dollars pour permettre de faire en sorte que la tour cellulaire soit faite et nous espérons que le tout sera fait pour le mois de décembre 2014. Oui. Là, on va être en décembre 2015. Un an de délai pour le gouvernement, c'est pas si pire. Oui, mais ça a été annoncé en 2013. Oui. OK? Il fallait faire des travaux. Bon, il y a eu, comme m'expliquait un peu le maire de Girardville, au départ, Girardville la municipalité voulait mener le dossier. Or, selon les lois, elle ne pouvait pas. Alors, il y a eu tout ce délai-là de retrouver un promoteur, et c'est l'organisme, TIC. Voyons, on peut pas t'aider. J'essaie de le retrouver de mémoire. Je l'ai écrit, là, mais qui a réussi à, s'entendre pour pouvoir prendre en charge le dossier et de le mener à terme pour... on parle possiblement de janvier 2016.
pour pouvoir être capable. Au moins, ça va permettre... il reste encore, je pense, à Notre-Dame-de-Lorette, où ce n'est pas complété, l'ensemble. Je sais qu'on a mis des tours, là, mais il faut que tu les vires d'abord, je pense. Oui, mais ça va loin. Là. En fait, l'année passée, j'étais à Falardeau, mais vraiment au lac Brochet, puis mon cellulaire fonctionnait. Oui? Ouais. Ah, ben c'est bon. Quand même, c'est le grand temps qu'on règle. Bon, j'avais juste une petite barre, là, mais j'étais capable. Tu l'avais encore. Ouais. Ronde et jolie, j'ai vu ça dans ton édition papier. Je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est on parle ici d'un projet de valorisation, en fait, oui, c'est ça. Niveau de la en fait, femme. pour eux autres, c'est une façon aussi là, d'avoir une campagne de financement avec les calendriers. C'est quoi Ronde et jolie, en fait? C'est un organisme qui regroupe des femmes qui ont pas nécessairement des problèmes de poids, mais qui ont peut-être un petit peu plus de poids ou qui sont plus rondes que d'autres. Et as-tu besoin de te dire que dans la société moderne, ils sont plus sujets à être taquinés qu'à être mis en valeur. Ouais. Alors, pour eux autres, c'est des formes de regroupement. Ils se regroupent, ils s'échangent et ça devient des groupes de discussion pour tenter de se sortir de ces choses. Changer les mentalités aussi. Changer les mentalités et de croire en elles, même si tu es peut-être un petit peu plus grossouillette qu'une autre personne. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là. Il y avait une représentante, entre autres, qui va être sur le fameux calendrier de l'édition 2016. Oui. 2016 ou 2017, en tout cas. Là, je te parle encore. Ça doit être 2016 parce que c'est probablement l'année qui s'en vient. Oui, c'est ça, mais je pense qu'ils font... Je pense que c'est pour le calendrier pour 2017, parce qu'ils vont faire des séances de photos, puis toutes ces choses-là, en même temps qu'ils font un voyage humanitaire. Alors, tu comprends, ils ont donc une action qui va se faire dans, pas au Nicaragua, mais dans ces pays-là, en Amérique centrale, où ils vont en même temps rencontrer et des femmes, échanger, puis faire des actions communautaires, au même titre qu'ils vont se faire prendre en photo pour faire le fameux calendrier. Oui, super. En tout cas, une belle initiative. Je tenais à le souligner. Oui. Jour du souvenir, t'es-tu souvenu? Oui, je me suis souvenu. Je me suis souvenu que je l'ai oublié la journée ici à Dolbeau. Mais jour du souvenir, on fait ça toutes les années. Oui. Pour moi, il y a un certain paradoxe. Puis j'ai rien contre les anciens combattants, là, mais souvent, on va un peu décrier la guerre, on va un peu dire conflit armé, on a-tu besoin, on peut-tu essayer de négocier des ententes pacifiques, etc. On le voit, on ne veut pas s'embarquer d'un conflit armé. Puis en même temps, cette journée-là, on célèbre ça aussi. Là. On est comme si, après, je sais pas. Mais, tu comprends tout ce que je veux dire? Oui, mais l'idée du jour du souvenir, c'est véritablement, je pense, d'avoir une pensée à l'endroit de ceux et celles qui sont décédés lors d'un conflit, OK? Et qui, au nom soit de la liberté ou soit du pays dans lequel ils étaient, ils ont donné leur vie pour pouvoir être en mesure. Alors, c'est plus, je pense, de se souvenir de personnes qui sont que de pourquoi est-ce que c'est qu'ils sont allés en guerre ou pourquoi est-ce que c'est que nous sommes allés en guerre. Je pense que cet hommage aux personnes décédées, aux combattants, mais aux personnes décédées, est un hommage, je pense qu'il faut que l'on dise. Non, mais oui. Et ça représente une journée dans l'année où tu as apporté une pensée à l'endroit de ces personnes-là, que souvent de fois, on ne connaît même pas. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que moi, pour avoir couvert, depuis qu'on a mis ici à Dolbeau-Mistassini le monument pour le jour du souvenir, en avant de l'ancien hôtel de ville de Dolbeau, lorsqu'on a mis, on a souligné, entre autres, des soldats qui sont originaires d'ici, et qui sont décédés, entre autres, surtout lors du deuxième conflit mondial et aussi lors de la guerre de Corée, des gens d'ici. Et on a fait connaître leur nom. Il y en a 4 à tout le moins, là, qui souvent, à chaque année, on a
une pensée un peu plus particulière pour ces gens-là? Ben, moi, je pense que c'est, oui, un hommage aussi à rendre aux familles de ces personnes-là qui sont décédées. Parce que tout aussi le rapport notre rapport avec la guerre, hein, tu sais, ça remet, moi c'est là où des fois ça remet en question parce que depuis la Corée, on était une fois dans un conflit armé puis c'était en Afghanistan où là on était en mission de combat, là, il y a eu la Libye, la Syrie, j'ai hâte de voir, mais beaucoup de respect pour ces gens-là qui font un métier que je ne ferais pas. Oui, mais c'est véritablement de se souvenir de personnes qui ont donné leur vie. Je pense que d'ailleurs, quand on a mis en 1918, que ça a été, on fêtait le 75e. Non, c'était le 75e de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le 110e. De la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, entre autres, Adolfo Mistassini, c'est plus particulièrement l'hommage qu'on voulait rendre cette année par la cérémonie qui s'est faite dimanche dernier, là, ici. OK. Est-ce que notre gouvernement fédéral va être capable d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici Noël? Semblerait-il que oui. Là, puis j'écoutais en tout cas un spécialiste sur la question, puis tu sais, pour moi, là, qui ne connais pas nécessairement beaucoup ça, 25 réfugiés, j'étais là, ouais, écoute, ça a du bon sens. Puis il disait, c'est rien, il disait, c'est une graine, là, 25 000. Oui, par rapport à ce qu'ils ont. Au-dessus de. Il y a 1 million de réfugiés au Liban, puis il y a un autre million en Allemagne. Puis il y en a encore, qui attendent. Qui attendent partout. Puis on parlait aussi des infrastructures, si on était capable. Il dit oui, parce que c'est ça qu'on a fait avec entre autres, avec à l'époque du Vietnam. Du Vietnam, avec les boat people. Les boat people. On a vu avec ça des actes un peu étranges, là. Je ne sais pas si tu as vu l'affiche à Québec. Non, à l'islamisme. Oui, non. Puis, tu sais, on ne veut pas de réfugiés, des trucs comme ça. Je trouve ça triste, moi, parce que si nous, on est chanceux quand même en Amérique du Nord, on n'a jamais vécu sous la guerre, mais je pense que si les gens vivaient sous la guerre, ils seraient bien contents de pouvoir peut-être aller se réfugier ailleurs. Là. Oui, parce qu'on mêle un paquet de dossiers. Oui. Hein, OK? Oui, tu as des gens qui sont dans la misère humaine et qui décident de s'expatrier de où ils sont pour être capables d'avoir une vie humaine ailleurs. Ouais. Et tu as toute la question de dire, ouais, mais c'est des musulmans. Ce qu'on fait là, tu sais, entre l'étiquette de ce que tu es et ce que tu es réellement, c'est-à-dire une personne humaine qui vit dans un danger, là, on amène un autre aspect qui est sur la question de la religion. On dit, non, ben, on n'en voudrait pas là, de ça. Moi, ça là-dessus, on est dans l'idéologie au lieu d'être dans l'aide humanitaire. Quand on fait ce genre de réflexion-là, on a eu un peu, lors de la campagne électorale, un peu cette attitude-là quand on a dit, oui, nous pouvons accueillir des réfugiés, mais il faudrait qu'on s'assure que, c'est pas des terroristes, c'est pas des ci, c'est pas des ça. Donc, il fallait faire toute une étude au complet avant d'être en mesure de dire, ah, ben regarde, on va en accueillir un. Là. Je veux dire, non, mais tu comprends, c'est qu'on avait un peu ce discours idéologique qui avait été amené par nos élus fédéraux. Dans le temps, sur cette... Oui, c'est ça. Mais ça me fait toujours moins étrange quand je vois des gens qui en veulent à une religion quand, au bout du compte, là, ces gens-là sont catholiques. Moi, j'aimerais rappeler que le plus gros génocide de l'histoire de l'humanité, c'est l'Église catholique qui l'a fait en Amérique du Sud, que quand on est allé, on faisait les croisades, on brûlait les maisons, on violait les femmes, puis on tuait les enfants aussi. Là, tu sais, je veux dire, on n'est pas tout blanc là-dedans, puis c'est des actes guerriers qu'on a perpétrés. Il ne faut pas oublier non plus que qui a déstabilisé le Moyen-Orient avec la guerre en Irak, en Afghanistan, avec les frappes en Libye, etc., c'est... Non, mais tu sais, à un moment donné, on peut-tu... Mais c'est quoi le bien pensé? C'est quoi le bien pensé? Ouf. Ah oui, c'est ça, là. On pourrait faire une tu heure, comprends? Oui, ben, c'est ça. C'est que nous vivons dans un pays dit démocratique où la liberté d'expression est sur toutes les lèvres. OK? Bon. Cette liberté d'expression-là, il y a effectivement de l'abus qui s'y fait, tant dans les propos que dans des idéologies.
Mais nous reconnaissons que toutes les idéologies peuvent s'exprimer. OK? Ça, c'est notre société démocratique. Globalement, lorsque majoritairement nous nous entendons sur une de ces idéologies-là, ben on dit c'est elle qui prime. OK? Fort probablement que si nous faisions une étude sur c'est quoi l'idéologie par rapport aux réfugiés des Canadiens et des Canadiennes actuellement, fort probablement qu'il y a des idées comme cela, comme extrémistes. Il y en a plus qu'on pense. Moi, non. On ne serait pas la majorité. Oui, non. Okay? Ça, je suis certain ne serait pas la majorité. Or, ça serait notre majorité. C'est ça, pour ça, je vais en arriver à expliquer un peu c'est quoi le bien-pensant. Ouais. Okay? Le bien-pensant, c'est un peu sur l'idéologie qui devient la plus dominante, c'est celle à laquelle on adhère. Bien sûr. Quand on dit, écoute, tout le monde a le droit au chapitre, on fait aussi de l'idéologie quand on dit ça. C'est pas une question de fait, hein? C'est une question d'idéologie. Alors, moi, c'est pour ça que je dis que, oui, je ne dis pas que personnellement, que je respecte une idéologie aussi extrémiste que de dire, écoutez, dehors, parce que vous êtes musulman. Je suis plus partisan de l'idéologie de dire, il y a une personne dans la misère humaine que nous devrions aider, et je pense que nous sommes capables de les aider. C'est ce que je pense. Et moi, j'aimerais reprendre la phrase que Justin Trudeau a dit quand on lui a dit « Pourquoi tu as un cabinet qui est autant d'hommes et de femmes? » qui a dit « Ben, on est en 2015. » Bien, j'aimerais dire aux gens, on est aussi en 2015 au niveau du rapport humain, là, de l'égalité homme-femme, autant que de l'égalité entre les races et les religions. Toutes les religions nous disent aimez-vous les uns les autres. Exact. C'est pas parce qu'il y a une minorité d'extrémistes qu'il faut m'amener devenir raciste. Exactement. Tout le monde. Ouvrez-vous, voyagez, allez voir ailleurs, puis sortez de votre vase clos. Là. On a par ailleurs, je pense, par rapport à l'idéologie dominante, on a à dénoncer effectivement des propos qui peuvent être tenus par des idéologies extrémistes, que ce soit tant au niveau, peu importe la religion, là, mais ou encore le groupe ethnique, ces idéologies-là se doivent par ailleurs être dénoncées. Et des gestes comme on a vu à Québec sur une... qu'on a vu au Saguenay, ici aussi, là, oui. le groupe des Québécois de souche. Oui. Non, c'est... Non, ça, on se doit effectivement de dénoncer des gestes aussi extrémistes. Oui, mais je pense que les 10 ans d'idéologisme quasiment d'extrême droite qu'on a eu au niveau fédéral nous a ouvert la porte à beaucoup. À ça, beaucoup. En tout cas... Attention au Parti québécois. Bon, pas comme si c'était une nouvelle, là, parce qu'on dirait que c'est un classique. On dirait que si tout le monde s'aimait au Parti québécois, on serait surpris. Mais qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, il y en a qui disent, bon, la nouvelle gouverne, ça fait pas l'affaire. On a vu Stéphane Bédard s'en aller. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour d'autres choses? Bon, les gens spéculent beaucoup. Il reste qu'il y a eu beaucoup de démissions depuis l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau. Est-ce que c'est un changement de garde, un changement de cap? Est-ce que c'est la célèbre sacro-sainte chicane à l'intérieur du PQ qui fait encore des ravages? Non, parce que la sacro-sainte chicane à l'intérieur du PQ, elle origine de beaucoup plus sur des moyens à faire pour faire avancer l'idéologie du parti. Est-ce qu'on se doit de faire l'indépendance du Québec tout de suite, ou est-ce qu'on se doit de faire l'indépendance qu'on va la faire quand on va venir qu'on va faire, hein, où on va venir qu'on va faire? Ça, c'est la sacro-sainte chicane. Ce qui se passe actuellement là, par rapport au changement de garde, au changement de personnes qui font la garde, c'est normal. C'est normal. Les militants du Parti québécois ont décidé en mai dernier de voter pour quelqu'un qui est devenu leur chef et qui, maintenant, s'entoure de personnes qui véhiculent le même type de stratégie ou d'idée qu'il veut mettre de l'avant. Oui, il a dû faire lui-même des propres nominations, entre autres sur la question du leader parlementaire. Fort probablement que oui, je pense. Hein, humainement parlant, M. Bédard s'est certainement senti tassé en n'ayant plus
le rôle de leader parlementaire. Est-ce que c'est juste là-dessus qu'il est parti? Je ne le sais pas. Il nous a dit que c'était pas là-dessus qu'il était parti. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça, je pense que c'est normal, ce qui se passe là. Et quand on parle de tension, je dirais pas nécessairement tension. C'est véritablement un changement de garde. Ouais. Et ce sont des gens qui adoptent les mêmes types d'idées ou de stratégies que le chef qui a été nommé par les... pas nommé, qui a été élu par les membres, a décidé que lui, c'était l'orientation qu'il voulait. Parce que ce que tu me dis, c'est que là, la tête dirigeante du PQ a décidé ça, c'est notre orientation. Puis ceux qui sont pas d'accord avec ça, ben, quittez le bateau. Ou encore, écoutez, ralliez-vous. Ouais. Ralliez-vous. C'est le point. Et si je ne suis pas capable de me rallier, on a un avantage. C'est pas une question là, de gagner ta croûte pour manger. Là. C'est pas une question salariale. Je veux dire, tu peux ne pas être d'accord avec la façon dont ton boss veut t'amener quelque part. Il reste quand même que c'est lui qui est là. Lui, il a le pouvoir. Donc, où t'embarques puis tu suis. Maintenant, là, on n'en est pas là. On en est sur des idées, des stratégies et des idéologies. Et à ce niveau-là, oui, la personne qui ne se sent pas à l'aise de pouvoir embarquer là-dedans, elle quitte, là. Elle quitte. Ouais. Fait que c'est simple. Pour toi, c'est simple ce qui est ouais. Ben, je veux dire, t'as eu la même affaire au Parti libéral quand M. Couillard a pris Rennes. Oui, c'est vrai. Hein? Raymond Bachand, Oui. qui est allé chez Bombardier. Qui est... en ouvrant la porte. Ouais. Mais tu as eu aussi le directeur général du parti, ouais. qui était Carl Blackburn, et qui a quitté. OK? C'est sûr qu'il y avait aussi un ensemble de toutes sortes de discussions qui se faisaient sur comment est-ce qu'on avait trempé dans au même titre qu'il y a eu la même affaire au PQ. Avec Marc Bibot. Oui, c'est ça, là, mais indépendamment de ça, c'est tout du monde qui ont dû céder leur place. Et parce que, bon, le chef arrive avec des façons de faire et des idées pour pouvoir en arriver à amener le parti vers telle et telle affaire. Alors, si tes principaux lieutenants n'achètent pas ce que tu veux faire, non, c'est ça, pour ça que je parle. Tension, ça m'apparaît beaucoup plus que c'est, oui, un remue. On dirait que c'est du remue-ménage au sein d'une organisation qui se fait. Et ce remue-ménage-là amène un remue-ménage au niveau du support ou des soldats. Réforme de l'aide sociale, on en a parlé un peu tantôt. Puis là, je regardais, puis en analysant tout ça, là, c'est vraiment une mesure qui touche à peu près 1% des gens qui vont être sur l'aide sociale. C'est un peu de la poudre aux yeux, en fait, là, tout ça. Puis aussi, c'est que ça a déjà été essayé. Puis on a prouvé à chaque fois que ça ne fonctionne pas. Là. Il faut y aller de manière plus positive, en fait. Au cours des années 90, je travaillais pour un organisme communautaire où on se devait d'aider des personnes qui étaient aptes au travail et qui étaient à l'aide sociale. Donc, on se devait de les aider à réintégrer le marché du travail parce qu'ils étaient aptes. La situation économique avait fait en sorte qu'ils s'étaient retrouvés à l'aide sociale. Donc, il fallait leur redonner un coup de pouce. Le même discours. On fait le même discours. Parce que les plans sont là, les projets sont là, mais on coupe beaucoup, ça, entre autres, sur les projets pour les jeunes pour faire la réinsertion. Là. Tu sais, c'est parce qu'on part du principe en se disant, si tu t'es ramassé à l'aide sociale, OK, ben, soit que c'est parce que tu avais une déficience quelconque ou encore que tu étais vache. Mais c'est pas vrai, ça. Non, il y a des constats. J'ai déjà été obligé de me mettre sur l'aide sociale parce que la vie m'a amené à faire ça. Puis si tu n'en es pas fier, puis tu vis pas bien, puis tu essaies de t'en sortir. Ou je suis d'accord avec sa maman, actuellement, c'est-à-dire, on est-tu capable de donner des outils à ces personnes-là pour qu'ils soient en mesure
de réintégrer le plus rapidement possible. Les outils, là, ils ont tous été coupés. Va au bureau de jeunesse et emploi. C'est ça. On va voir ce qui se C'est passe. ça. Donc, si tu n'as pas d'outils à leur donner, et puis que tu leur dis, parce que j'ai pas d'outils à te donner, et parce que tu es apte à aller au marché du travail, et parce que tu ne vas pas sur le marché du travail, je te coupe ton aide sociale, c'est là qu'on n'est plus d'accord. Ben moi, où je suis pas d'accord, c'est que je dis pas qu'il n'y a pas un problème là, mais ce que je te dis, c'est que l'aide sociale, ça coûte 85 millions par année, puis quand on perd au Québec au Canada au-dessus de 200 milliards en paradis fiscaux, je veux dire, il y en a de l'argent à aller chercher ailleurs. On peut-tu arrêter d'aider les pauvres à la place de leur taper dessus? Ou encore, tu donnes 1 milliard à Bombardier. Ouais. Merci, Jules, d'avoir été là. C'est déjà terminé. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez juste nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Ça ne nous dérange pas. On est prêt à en prendre. On n'a pas la vérité, mais on aime en discuter. Vous pouvez nous écrire tvldm9@videotron.ca ou nous suivre toute cette émission-là et toutes nos émissions sur Facebook. Allez sur Facebook et allez aimer ou apprécier notre page de TVLDM9 et vous aurez toutes nos émissions là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. T'es encore en retard. T'es congédié. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle. Encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer.